Ils disent que je suis un géant, une légende du football, le symbole d'une nation. Mais avant les titres, les acclamations, les lumières de la Ligue des Champions, il y avait un petit garçon aux pieds nus, sur la terre rouge d'Abidjan. Si je vous disais que ce gamin ne rêvait pas seulement de marquer des buts, mais de changer le cours de l'histoire, me croiriez-vous? Mon nom est Didier Drogba, et ceci est mon histoire. Accrochez-vous. Je me revois souvent, petit garçon, les pieds nus sur la terre rouge d'Abidjan. Mon histoire, elle ne commence pas dans un stade bondé ou sur un terrain de football impeccablement tondu, mais dans les ruelles animées de cette ville où je suis né, le 11 mars 1978. J'ai grandi à Yopougon, un quartier populaire, vibrant, où chaque jour était une nouvelle aventure. Ma famille n'était pas riche, loin de là, mais il y avait une richesse qui comptait plus que tout, l'amour et la solidarité. Mes parents, Clotilde et Albert, ont toujours mis un point d'honneur à nous donner. À mes frères, à ma sœur et à moi, une éducation solide. Ils croyaient que c'était la clé pour ouvrir toutes les portes, bien plus que n'importe quel ballon. Mon père, Albert, travaillait à la banque. C'était un homme strict mais juste, qui nous a appris le respect des règles et le travail acharné. Ma mère, Clotilde, était une femme pleine de vie, une commerçante qui se battait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Elle m'a transmis sa force, sa détermination et une foi inébranlable. Chez nous, on ne manquait peut-être pas de grandes choses, mais on ne manquait jamais de l'essentiel, l'unité. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, c'était une grande tribu, toujours là les uns pour les autres. Cette ambiance familiale, ce sens de la communauté, a forgé une grande partie de ce que je suis devenu. C'est à la maison que j'ai appris les valeurs de persévérance et de discipline, des valeurs qui m'ont suivi toute ma vie, bien au-delà des terrains de football. Le football, lui, était partout. Pas besoin de stades sophistiqués ou de clubs avec des infrastructures complètes. Le foot, c'était la rue, les terrains vagues, les cours d'école. On jouait avec ce qu'on trouvait, des ballons rafistolés, des sacs en plastique roulés. Mes premiers dribbles, mes premières passes, mes premiers buts, je les ai faits là, sous le soleil ivoirien, avec mes amis d'enfance. Il y avait une liberté incroyable dans ces parties improvisées. On jouait pour le plaisir pur, pour la joie de courir, de marquer, de se sentir vivant. Je ne savais pas encore que ce jeu allait devenir ma vie, mais la passion était déjà là, profondément ancrée. J'aimais cette sensation du ballon au pied, l'adrénaline des petits duels. C'était un exutoire, une échappatoire et surtout, un moyen de m'exprimer. J'avais 5 ans quand mon oncle Michel Goba est venu nous voir. Il était footballeur professionnel en France et il a proposé à mes parents de m'emmener vivre avec lui. L'idée était que j'aurais de meilleures opportunités là-bas, une meilleure éducation et peut-être une chance de réaliser mon rêve de devenir footballeur, même si à cet âge, ce n'était encore qu'un rêve lointain. Pour mes parents, c'était une décision déchirante. Me laisser partir si jeune, si loin, était un sacrifice immense. Mais ils l'ont fait, par amour, pour mon avenir. Je me souviens du départ, de l'aéroport, des adieux. J'étais trop jeune pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait, la signification de cette séparation. Je ne savais pas encore que cette traversée allait marquer le début d'une nouvelle vie, loin de mes racines, mais pleine de promesses incertaines. Ce jour-là, en 1983, la Côte d'Ivoire est devenue un souvenir lointain. Et la France, une terre d'accueil inconnue. Partir d'Abidjan pour la France à 5 ans, ce n'est pas un voyage d'agrément, c'est un déracinement. Je suis arrivé à Brest, une ville portuaire en Bretagne, un monde à des années-lumière de ce que j'avais connu. Chez mon oncle Michel Goba, la vie était différente. Il était footballeur et le quotidien était rythmé par ses entraînements, ses matchs. Pour un petit Ivoirien comme moi, c'était un choc culturel immense. Tout était nouveau, les paysages, la nourriture et surtout la langue. Je parlais le dioula et le baoulé, et le français était une barrière que je devais franchir à toute vitesse. J'étais le petit nouveau, l'étranger, et même si mon oncle et sa femme étaient là pour moi, l'absence de mes parents, de mes frères et sœurs était un poids lourd. Je me sentais parfois perdu, un peu comme un spectateur de ma propre vie. L'école a été la première grande épreuve. J'avais du mal à comprendre, à m'exprimer. Les autres enfants ne me ressemblaient pas et j'étais souvent seul dans mon coin. Mon oncle Michel a essayé de compenser l'absence de mes parents, mais il avait sa propre carrière à gérer.
Il était un professionnel exigeant et il attendait de moi la même discipline. Je me souviens des règles strictes à la maison, des devoirs à faire, des corvées. Ce n'était pas le mode de vie insouciant d'Abidjan, où la rue était mon terrain de jeu. Ici, tout était structuré, organisé. J'ai dû m'adapter, apprendre à me débrouiller seul. Ce fut une période où j'ai grandi très vite, peut-être trop vite. Cette adolescence difficile, comme on pourrait la qualifier, n'était pas une rébellion, mais plutôt une tentative de trouver ma place dans un monde qui ne m'avait pas attendu. Le déracinement a été encore plus marqué quand mon oncle a changé de club. On a déménagé de Brest à Vannes, puis à Dunkerque. À chaque fois, c'était une nouvelle école, de nouveaux visages et la nécessité de tout reconstruire. Je n'avais pas le temps de tisser des liens forts, d'avoir des amis stables. C'était une suite d'adaptations, de séparations. Je me sentais comme un enfant en transit, toujours entre deux mondes, entre deux vies. Cela a forgé une certaine indépendance en moi, mais aussi une mélancolie latente. Je rêvais de ma famille, de la chaleur d'Abidjan. Le football était là, toujours. Je jouais dans les clubs locaux, mais c'était différent. Il y avait des entraîneurs, des compétitions, une structure. Ce n'était plus le jeu libre et spontané de ma jeunesse ivoirienne. J'ai connu des moments de doute profond. Je me demandais parfois ce que je faisais là, si tout ça valait la peine. Les rêves d'enfants, ceux de footballeurs professionnels, semblaient lointains, presque irréels. J'étais loin de mes proches, et la solitude me pesait. Mais quelque chose en moi me disait de ne pas abandonner. Peut-être était-ce la force de mes parents, leur sacrifice pour mon avenir, qui me poussait à persévérer. Je me suis accroché au football. C'était le seul endroit où je me sentais vraiment à ma place, où je pouvais exprimer mes émotions, ma frustration, ma joie. Sur le terrain, je pouvais être moi-même, sans les barrières de la langue ou de la culture. C'était mon refuge, mon havre de paix au milieu de cette tempête d'adaptation. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que je suis retourné en Côte d'Ivoire. Cette réunion avec ma famille a été un soulagement immense. Retrouver mes parents, mes frères et sœurs, sentir la chaleur de ma terre natale, c'était comme respirer après avoir été sous l'eau. Mais ce retour a été de courte durée. 2 ans plus tard, mes parents ont fait le grand saut et sont venus s'installer en France, à Vannes, afin de reconstruire une vie de famille unie. Je n'étais plus seul. Cette réunion a marqué un tournant. Même si les difficultés persistaient, avoir mes parents à mes côtés a changé la donne. J'ai retrouvé un équilibre, une stabilité qui m'avait manqué. C'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment commencer à me concentrer sur mes études et sur mon rêve de football, avec le soutien de ceux qui m'aimaient le plus. Cette période de transit, bien que difficile, m'a appris la résilience et la valeur de la famille, des leçons inestimables pour la suite de ma vie. Après l'arrivée de mes parents en France, la vie a pris une tournure plus stable et le football est vraiment devenu mon ancrage. J'avais besoin de cette stabilité pour m'épanouir, pour enfin me concentrer sur ce qui m'animait. Mes années d'adolescence ont été marquées par une suite de petits clubs, des expériences formatrices, mais aussi semées d'embûches. J'ai joué à Saint-Cloud, puis à Levallois. Ce n'étaient pas les centres de formation prestigieux, mais c'était là que j'ai appris l'essentiel, la discipline, l'esprit d'équipe et surtout, la persévérance. J'étais loin d'être un joueur parfait. Au contraire, j'avais des lacunes techniques et mon physique n'était pas encore celui que l'on connaît aujourd'hui. Je me souviens des entraîneurs qui me disaient que j'étais trop lent, que je ne savais pas marquer. Ces critiques, elles étaient dures, mais elles m'ont poussé à travailler encore plus fort. J'étais animé par une rage de prouver, une envie de montrer que je pouvais y arriver, malgré tout. Chaque entraînement était une opportunité d'apprendre, de corriger mes erreurs, de devenir un meilleur joueur. Je passais des heures à m'entraîner seul, à répéter les gestes, à améliorer ma frappe. C'était une obsession, une nécessité vitale. Les blessures ont été une part importante de cette période. J'ai eu ma part de pépins physiques, des entorses, des déchirures qui m'ont éloigné des terrains à plusieurs reprises. Chaque blessure était un coup dur, une remise en question. J'ai même pensé à arrêter le football, à un moment donné. Les doutes étaient là, constants, insidieux. J'ai vu des amis, des coéquipiers, abandonner leurs rêves, parce que le chemin était trop long, trop difficile. Mais moi,
J'avais cette voix intérieure qui me disait de continuer, de ne rien lâcher. Je me disais que j'avais déjà fait tant de sacrifices pour en arriver là que ce serait dommage de tout gâcher. C'est à 19 ans que j'ai eu ma première vraie chance, celle que j'attendais tant. J'ai intégré le centre de formation du Le Mans Union Club 72, un club professionnel. Ce n'était pas un grand nom du football français, mais pour moi, c'était une porte qui s'ouvrait. J'étais loin de l'équipe première, mais j'étais dans un environnement professionnel, avec des infrastructures et des encadrements que je n'avais jamais connus auparavant. J'ai signé mon premier contrat professionnel à 21 ans, ce qui est considéré comme tardif dans le football moderne. Cela montre à quel point le chemin a été long et semé d'embûches. Au Mans, j'ai appris le métier. J'ai découvert l'exigence du haut niveau, l'importance de la préparation physique, de la tactique. J'ai eu des entraîneurs qui ont cru en moi et qui m'ont poussé à me dépasser. C'est là que j'ai commencé à vraiment me forger en tant qu'attaquant, à affiner mon jeu de tête, ma puissance. Mais même là, les débuts n'ont pas été simples. J'ai dû faire mes preuves, me battre pour ma place. La patience a été ma meilleure alliée. J'ai passé 4 saisons au Mans, enchaînant des matchs en équipe réserve, puis en équipe première. Ces années ont été cruciales pour ma progression. Elles m'ont donné les bases solides sur lesquelles j'allais construire ma carrière. Le football n'était plus seulement un refuge, c'était devenu une discipline de fer, une quête constante d'amélioration, le seul chemin que je pouvais envisager. Le Mans a été ma rampe de lancement, mais c'est à Guingamp que le grand public a commencé à entendre mon nom. En janvier 2002, après 4 saisons intenses au Mans, j'ai signé avec l'En Avant Guingamp, un club breton de Ligue 1. C'était un saut énorme pour moi, passer de la Ligue 2 à l'élite. J'étais excité, mais aussi conscient de l'ampleur du défi. Beaucoup de joueurs talentueux se sont perdus en montant de division. J'étais déterminé à ne pas être l'un d'entre eux. Mes débuts n'ont pas été flamboyants. La première saison et demie, j'ai eu du mal à trouver mes marques, à m'imposer. Je marquais quelques buts, mais ce n'était pas la régularité qu'on attendait d'un attaquant de Ligue 1. La pression était là, mais j'avais appris à la gérer. Je me souviens des discussions avec mes entraîneurs, des moments de doute, mais aussi de la confiance qu'ils me donnaient. C'est à Guingamp que j'ai véritablement commencé à développer mon jeu physique, à comprendre comment utiliser ma puissance pour dominer les défenseurs. J'ai aussi travaillé sur mon jeu de tête, qui allait devenir l'une de mes marques de fabrique. La saison 2002-2003 a été le véritable déclic. Sous la direction de l'entraîneur Guy Lacombe, j'ai explosé. J'ai terminé la saison avec 17 buts en 34 matchs de Ligue 1, un chiffre qui a attiré l'attention de nombreux grands clubs. Je me sentais en pleine confiance, chaque match était une opportunité de prouver ma valeur. Je courais, je me battais, je marquais. Les supporters de Guingamp m'ont adopté, ils ont vu en moi cette rage de vaincre qui les caractérise. C'était une période magique, où tout semblait s'aligner. Mon nom était sur toutes les lèvres, les médias commençaient à parler de « la révélation de la saison ». Mais ce n'est qu'après une seule saison pleine à Guingamp que l'opportunité d'une vie s'est présentée. L'Olympique de Marseille est venu frapper à ma porte. Pour tout joueur qui a grandi en France, l'OM, c'est une institution, une passion, un mythe. C'est le club d'une ville entière, avec des supporters parmi les plus fervents du monde. L'idée de jouer au stade Vélodrome, de porter ce maillot blanc, me faisait rêver. J'ai signé à l'OM à l'été 2003. Mon passage à Marseille a été fulgurant, une saison seulement, mais quelle saison! J'ai ressenti l'amour des supporters dès le premier jour. Le Vélodrome, c'est une ambiance que l'on ne retrouve nulle part d'ailleurs. J'ai marqué des buts importants, en championnat, mais surtout en Coupe d'Europe. On a atteint la finale de la Coupe UEFA cette année-là. Je me souviens des matchs contre Liverpool, contre Newcastle, où l'ambiance était électrique, incroyable. J'ai marqué contre les deux, et le sentiment de rendre heureux ses supporters, de faire vibrer tout un stade, était indescriptible. J'ai terminé la saison avec 19 buts en 35 matchs de Ligue 1 et 11 buts en 16 matchs de Coupe d'Europe. Cette saison à Marseille a été une confirmation. Elle a prouvé que je pouvais performer au plus haut niveau, que j'avais les épaules pour supporter la pression des grands matchs et les attentes d'un public exigeant. Les médias s'emballaient, les comparaisons commençaient à pleuvoir. Mais pour moi, c'était simple. Je jouais mon football, avec le cœur, pour un club qui m'avait donné ma chance. J'étais sur un nuage, vivant un rêve éveillé. Je ne savais pas encore que cette saison exceptionnelle allait me propulser vers une autre dimension, vers un défi encore plus grand, de l'autre côté de la Manche.
La révélation était complète et ma carrière prenait une trajectoire inattendue, vertigineuse. Après cette saison incroyable à Marseille, l'été 2004 a été un tourbillon. Les rumeurs de transfert allaient bon train et j'étais sollicité par plusieurs grands clubs européens. Mais une offre s'est détachée du lot, celle de Chelsea, un club anglais avec de grandes ambitions. Le propriétaire, Roman Abramovich, avait investi massivement pour faire de Chelsea une puissance mondiale. Et il y avait un homme qui m'avait particulièrement désiré, José Mourinho, le nouvel entraîneur, qui venait de remporter la Ligue des Champions avec Porto. Signé à Chelsea, ce n'était pas juste un transfert, c'était un changement de dimension. Je suis arrivé à Londres pour un montant d'environ 24 millions de livres sterling, ce qui était une somme considérable à l'époque. La Premier League était un championnat que j'admirais, connu pour son intensité, sa vitesse et son engagement physique. Je savais que l'adaptation serait rude, mais je n'avais pas peur du défi. Je me sentais prêt à affronter les meilleurs. José Mourinho a été bien plus qu'un entraîneur pour moi. Il a été un mentor, un père spirituel. Il a vu en moi un potentiel que je n'exploitais pas encore pleinement. Dès mon arrivée, il m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi. Marquer des buts, bien sûr, mais aussi être un leader, un point d'appui pour l'équipe, un joueur capable de changer le cours d'un match. Il a cru en mes capacités et cette confiance m'a transcendé. Il m'a appris l'exigence du très haut niveau, la discipline tactique et surtout, la mentalité de vainqueur. Gagner n'est pas tout, c'est la seule chose qui compte, aimait-il répéter. Et cette phrase est devenue un mantra pour moi. Mes premières saisons à Chelsea ont été marquées par la découverte d'un nouveau football, plus physique, plus rapide. J'ai eu quelques blessures et des périodes d'adaptation où le doute a pu s'installer. Les attentes étaient immenses et la presse anglaise est sans pitié. Mais j'ai travaillé sans relâche, à l'entraînement, sur le terrain. Je me suis adapté au style de jeu, j'ai perfectionné mon jeu de corps, ma capacité à tenir le ballon et à créer des espaces pour mes coéquipiers. Je suis passé d'un attaquant prometteur à une véritable bête de compétition. Mourinho m'a transformé en attaquant complet, capable de marquer, de passer, de défendre. La transformation en superstar mondiale ne s'est pas faite en un jour, mais elle a été progressive et constante. Avec Chelsea, nous avons remporté des titres majeurs. J'ai soulevé mes premiers trophées de Premier League en 2005 et 2006, la FA Cup, la League Cup. Chaque victoire renforçait ma conviction que j'étais au bon endroit, avec les bonnes personnes. Le maillot bleu de Chelsea est devenu une seconde peau. Les supporters, les Blues, m'ont rapidement adopté. Ils ont reconnu en moi un joueur qui se battait pour le club, qui ne lâchait jamais rien. Leur soutien inconditionnel m'a toujours porté, dans les bons comme dans les moments difficiles. Ce n'était plus seulement une question de marquer des buts, mais d'incarner l'esprit de l'équipe, de porter le blason de Chelsea avec fierté. Les soirées de Ligue des Champions à Stamford Bridge, l'atmosphère unique, les chants des supporters, tout cela a fait de Londres le lieu où mon destin de footballeur a basculé et où je suis devenu le joueur que j'ai toujours rêvé d'être. Malgré les succès et la gloire à Chelsea, une partie de moi est toujours restée profondément connectée à la Côte d'Ivoire. Représenter mon pays sur la scène internationale n'était pas seulement un honneur, c'était une mission. Chaque fois que j'enfilais le maillot des éléphants, je sentais le poids et la fierté de tout un peuple derrière moi. J'ai eu la chance de jouer aux côtés de coéquipiers incroyables, une génération dorée qui a marqué l'histoire du football africain. Nous avions un rêve commun, qualifier la Côte d'Ivoire pour sa première Coupe du Monde. Ce rêve est devenu réalité en 2006, quand nous avons décroché notre place pour le mondial en Allemagne. C'était un moment d'euphorie nationale, une explosion de joie dans tout le pays. Mais au-delà de la qualification sportive, cette période a coïncidé avec une période très difficile pour mon pays. La Côte d'Ivoire était déchirée par une guerre civile qui durait depuis plusieurs années, divisant le nord et le sud du pays. La violence, la peur, les souffrances étaient devenues le quotidien de mes compatriotes. Je me sentais impuissant, loin, tout en étant si proche par le cœur. Après le match décisif de qualification contre le Soudan dans le vestiaire, l'émotion était à son comble. Nous venions de réaliser un exploit historique, mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Le football avait le pouvoir d'unir, de transcender les divisions. C'est à ce moment-là que j'ai pris la parole,
entouré de mes coéquipiers. Ce n'était pas prémédité, ça venait du fond du cœur. J'ai pris le micro et j'ai demandé à mes compatriotes de déposer les armes, de pardonner et de croire en un avenir de paix. Je me souviens de mes mots, improvisés, mais sincères. Peuple de Côte d'Ivoire, du Nord, du Sud, du Centre et de l'Ouest, nous vous avons prouvé aujourd'hui que tous les Ivoiriens peuvent coexister et jouer ensemble dans le même but. Nous vous demandons à genoux de nous pardonner et de croire en un avenir meilleur. Ce discours a été diffusé à la télévision nationale, repris par toutes les radios. C'est devenu un moment emblématique. Je ne savais pas l'impact qu'il aurait, mais j'avais l'espoir qu'il toucherait les cœurs. Et il a eu un effet inattendu. Les combats ont cessé. C'était un tournant historique, une preuve que le sport pouvait être un vecteur de paix, un pont entre les factions. Évidemment, le chemin vers une paix durable est long et complexe, et ma parole seule n'a pas mis fin à la guerre. Mais elle a ouvert une brèche, a montré que l'unité était possible, et a donné de l'espoir à des millions de personnes. Je suis fier d'avoir pu, à ma petite échelle, contribuer à ce processus de réconciliation. Après cet épisode, mon engagement pour la Côte d'Ivoire n'a fait que s'intensifier. Le football m'avait donné une plateforme, une voix, et je me suis senti la responsabilité de l'utiliser pour le bien de mon pays. Chaque sélection, chaque match avec les éléphants était une occasion de montrer au monde la force et la résilience du peuple ivoirien. Nous avons participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations et à 2 autres Coupes du Monde en 2010 et 2014, atteignant des quarts de finale et des finales. Même si nous n'avons jamais remporté la CAN pendant ma carrière internationale, la cohésion de notre équipe, notre détermination et l'impact que nous avions sur la population étaient des victoires en soi. La Côte d'Ivoire n'était pas juste un drapeau que je portais, c'était mon identité, mon essence, et mon engagement pour elle était indéfectible. Le football, c'est une succession de batailles, de victoires, mais aussi de défaites et d'obstacles à surmonter. À Chelsea, chaque saison était un nouveau défi, une nouvelle opportunité de prouver notre valeur. J'ai eu la chance de jouer aux côtés de joueurs exceptionnels et de vivre des moments inoubliables. Mais parmi tous les combats que j'ai menés sur le terrain, certains restent gravés dans ma mémoire. Non pas seulement pour le résultat, mais pour la résilience qu'ils ont exigée. La Ligue des Champions a toujours été la compétition ultime pour moi et pour Chelsea. Nous l'avons tellement désirée, elle nous a tant échappé. J'ai vécu des finales douloureuses, des demi-finales perdues dans des circonstances parfois cruelles. Je me souviens particulièrement de la finale de 2008 à Moscou contre Manchester United. Nous étions si proches et la défaite au tir au but a été un coup terrible. Les larmes ont coulé ce soir-là. Mais ces échecs, aussi amers soient-ils, m'ont forgé. Ils m'ont appris à ne jamais abandonner, à croire en ma chance, même quand tout semble perdu. On dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et c'est la vérité. Chaque défaite était une leçon, une motivation supplémentaire pour revenir plus fort. Mon rôle de leader au sein de l'équipe a évolué avec le temps. Au début, j'étais un attaquant, celui qui marquait des buts. Mais avec l'expérience, je suis devenu une voix dans le vestiaire, un exemple sur le terrain. Je savais que les jeunes joueurs regardaient ce que je faisais et je me sentais la responsabilité de les guider, de les encourager. Que ce soit en Premier League, en FA Cup ou en Ligue des Champions, mon leadership s'est manifesté par mon engagement, mon désir constant de gagner et ma capacité à galvaniser mes coéquipiers dans les moments critiques. Je n'hésitais pas à me sacrifier pour l'équipe, à aller au charbon, à me battre sur chaque ballon. Les blessures ont été des adversaires silencieux tout au long de ma carrière. Des petits pépins aux arrêts plus longs, elles ont toujours été là, menaçant de freiner ma progression. J'ai dû faire face à des douleurs, des périodes de rééducation intenses. Chaque fois, c'était un combat mental autant que physique. La persévérance et une hygiène de vie irréprochable ont été mes alliés. J'ai appris à écouter mon corps, à travailler avec les kinés et les médecins pour revenir toujours plus fort. J'ai refusé de laisser une blessure définir ma carrière ou ma capacité à jouer au plus haut niveau. Puis est venue l'année 2012. Après toutes ces années de frustration en Ligue des Champions, nous étions de nouveau en finale, à Munich, contre le Bayern, chez eux. C'était un match que personne ne nous voyait gagner. Nous étions des outsiders complets. Et pourtant, cette soirée-là a été l'apothéose.
Mené 1-0 à quelques minutes de la fin, j'ai marqué ce but de la tête à la 88e minute. Un but qui a tout changé, qui nous a ramenés dans le match, et puis la séance de tir au but. Le dernier penalty. Le poids du monde sur mes épaules. Je savais que c'était mon moment, l'aboutissement de toutes ces années de travail, de toutes ces larmes versées. J'ai frappé, et le ballon est entré. C'était la victoire, enfin. La Ligue des Champions était à nous. Ce fut le sommet de ma carrière de club. Le moment où la résilience a payé, où tous les combats passés ont pris leur sens. Après Chelsea, ma carrière internationale s'est poursuivie. J'ai eu des expériences aux États-Unis, en Chine, chaque fois avec la même envie de jouer, d'apprendre, de laisser ma marque. Mais la victoire en Ligue des Champions a marqué une forme d'accomplissement ultime dans ma carrière de club. J'avais atteint le Graal que j'avais tant désiré. Après la victoire en Ligue des Champions en 2012, beaucoup pensaient que je mettrais un terme à ma carrière à Chelsea. Mais j'avais encore soif de nouvelles expériences, de nouveaux défis. J'ai donc pris la décision de partir, d'abord en Chine, au Shanghai Shenhua. Ce fut une découverte d'un nouveau football, d'une culture différente, une aventure humaine fascinante. Puis, l'opportunité de rejoindre la MLS aux États-Unis s'est présentée, avec l'Impact de Montréal, puis le Phoenix Rising. C'était une autre façon de vivre le football, de contribuer à son développement dans des pays où il était encore en pleine croissance. Chaque étape a été enrichissante, m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires et de continuer à jouer à un niveau compétitif. Mais inévitablement, le corps finit par rappeler à l'ordre. Après plus de 20 ans au plus haut niveau, j'ai annoncé ma retraite des terrains de football en novembre 2018, à l'âge de 40 ans. Ce n'était pas une décision facile. Le football avait été ma vie, mon identité, ma passion. Il y a eu un mélange d'émotions, de soulagement et d'excitation pour l'avenir. Le terrain me manquerait, c'est certain, mais je savais que ma mission n'était pas terminée. Ma retraite de joueur n'était pas la fin de mon engagement pour le football et pour la société, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Dès la fin de ma carrière de joueur, j'ai commencé à endosser de nouveaux rôles, cherchant à utiliser mon expérience et ma notoriété pour le bien commun. L'un de mes engagements les plus importants est la Fondation Didier Drogba, créée en 2007. L'idée est simple, offrir un accès à la santé et à l'éducation aux enfants et aux populations défavorisées de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Nous avons construit des écoles, financé des centres de santé, et l'un de nos projets phares est la construction d'un hôpital pédiatrique à Abidjan. Voir ces projets prendre vie, voir l'impact concret sur les vies des enfants, c'est une immense satisfaction. Une victoire qui dépasse de loin n'importe quel trophée sportif. La philanthropie n'est pas un hobby pour moi, c'est une responsabilité, une manière de rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Je me suis également impliqué dans les instances du football. J'ai travaillé avec la FIFA, notamment en tant que conseiller auprès du président Gianni Infantino, pour des projets de développement du football africain. J'ai aussi été impliqué dans la CAF, Confédération africaine de football, cherchant à apporter ma pierre à l'édifice pour structurer et moderniser le football sur notre continent. C'est un travail différent de celui sur le terrain, plus administratif, plus politique, mais tout aussi crucial pour l'avenir de notre sport. Je veux m'assurer que les générations futures d'enfants africains aient de meilleures chances que moi, que les infrastructures soient là, que le talent soit détecté et accompagné. Je ne suis plus sur les pelouses chaque week-end, mais mon engagement est intact. Mon énergie est désormais dirigée vers ces projets qui me tiennent tant à cœur. La transition n'a pas été simple, mais j'ai appris à trouver un nouvel équilibre. Le football m'a tout donné, et c'est ma façon de lui dire merci, de lui rendre hommage, en continuant à construire et à inspirer. Quand je regarde en arrière, je ne pense pas seulement aux buts, aux trophées ou aux matchs que j'ai joués. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est ce que je laisse derrière moi, l'héritage que j'espère transmettre. Mon image a souvent été celle d'un guerrier sur le terrain, puissant, déterminé. Mais j'espère avoir montré que derrière le footballeur, il y avait un homme, avec ses doutes, ses convictions et ses engagements. L'héritage que je souhaite laisser, c'est avant tout celui de la persévérance. Mon parcours n'a pas été linéaire. J'ai commencé tard, j'ai connu les blessures, les moments de doute. Mais je n'ai jamais lâché. J'ai toujours cru en mes capacités, même quand personne d'autre n'y croyait. Je veux que les jeunes, en particulier ceux qui viennent de milieux modestes, se disent que tout est possible, à condition de travailler dur, de croire en ses rêves et de ne jamais abandonner.
Le talent seul ne suffit pas. C'est la volonté qui fait la différence. Je suis la preuve vivante qu'avec de la détermination, on peut partir de rien et atteindre les sommets. Mon influence sur les jeunes, surtout en Afrique, est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je vois dans leurs yeux la même étincelle que j'avais, la même envie de réussir. Je reçois des messages de jeunes footballeurs qui m'expliquent que je suis une source d'inspiration pour eux. C'est une responsabilité immense et je la prends très au sérieux. Je leur dis souvent que le football n'est qu'un chemin parmi d'autres. L'éducation, le respect, la discipline sont des valeurs universelles qui sont valables sur un terrain comme dans la vie. Je les encourage à ne pas se limiter au football, mais à viser plus haut, à s'instruire, à être des citoyens engagés. La mémoire collective que je souhaite laisser n'est pas seulement celle d'un attaquant. J'espère être rappelé comme quelqu'un qui s'est battu pour son pays, qui a utilisé sa voix pour la paix, qui a œuvré pour le développement de l'Afrique. Mon action pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, la construction de l'hôpital, le soutien à l'éducation, tout cela fait partie de mon identité. Je ne suis pas juste Didier Drogba le footballeur, je suis Didier Drogba, le fils d'Afrique, qui n'a jamais oublié d'où il venait et qui s'est toujours efforcé de rendre à sa communauté. Je crois que le sport a un pouvoir extraordinaire de rassemblement, d'inspiration et de transformation. C'est ce pouvoir que j'ai essayé d'exploiter tout au long de ma carrière et même après. Je n'ai pas toujours été parfait, j'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours agi avec mon cœur, avec une sincérité profonde. L'héritage, ce n'est pas ce que l'on possède, c'est ce que l'on transmet. J'espère avoir semé des graines d'espoir, de résilience et de foi en l'avenir. Si tu as écouté mon histoire jusqu'ici, si tu as pris le temps de comprendre mon parcours, alors j'ai un dernier message à te livrer, un message qui vient du fond de mon cœur. Ce n'est pas un secret, pas une formule magique, mais une conviction profonde que la vie m'a enseignée. À toi, jeune Africain, qui rêve grand depuis ton quartier, ton village, ta ville. Ne laisse jamais personne te dire que tes rêves sont trop grands ou inaccessibles. Crois en toi-même, même quand le chemin est long et semé d'embûches. J'ai vu la pauvreté, j'ai connu le déracinement, j'ai douté. Mais j'ai aussi vu la force de notre continent, la résilience de notre peuple. Utilise chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre, chaque échec comme un tremplin pour te relever plus fort. Le talent est partout en Afrique, mais le travail acharné, la discipline et la persévérance sont les clés qui ouvrent les portes. Ne te contente pas de rêver, agis. Bâtis ton propre chemin, sois une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. À la diaspora africaine, partout dans le monde. N'oublie jamais tes racines. La force de notre communauté réside dans notre capacité à rester unis, à nous soutenir mutuellement et à contribuer au développement de notre continent, où que nous soyons. Que tu sois médecin, ingénieur, artiste ou sportif, ton succès est aussi celui de l'Afrique. Partage ton savoir, ton expérience, tes ressources. C'est en travaillant ensemble que nous construirons un avenir meilleur pour les générations à venir. Nous sommes une force, une voix et un espoir. Et à tous les rêveurs du continent et au-delà. Le monde est en constante évolution et l'Afrique est au cœur de cette transformation. Ne sous-estime jamais le pouvoir de tes idées, de ton innovation, de ta passion. L'avenir se construit aujourd'hui par chacun d'entre nous. Ne sois pas passif. Lève-toi, agis, crée, innove. Le monde a besoin de ta vision, de ton énergie, de ta détermination. Que tu sois sur un terrain de football, dans un laboratoire, une salle de classe ou une entreprise, ton impact peut être immense. Sois audacieux, sois curieux et surtout, sois toi-même. Merci d'avoir écouté mon histoire, de m'avoir accompagné à travers ces chapitres de ma vie. Si ce récit a pu t'inspirer ne serait-ce qu'un peu, alors mon but est atteint. Pour soutenir cette chaîne et permettre à d'autres histoires inspirantes d'être racontées, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Votre soutien est précieux.